présidence de la NZZ, cette vénérable institution, j'imagine que vous savez que ce n'est pas pour mes connaissances de la langue allemande qu'on m'a choisi là. Et c'est en fait pour faire de la stratégie, et c'est le sujet de mon exposé. Quels étaient les problèmes rencontrés par la NZZ en 2013, au moment où je suis arrivé? Le nombre d'abonnés baissait de façon régulière et depuis longtemps. Les revenus de la publicité baissaient aussi, continuellement. Le journal n'avait plus de profil clair. Il y avait des conflits importants. Vous connaissez sans doute Kurt Zimmermann, fameux journaliste qui était notamment le rédacteur en chef de Sonntag Zeitung, qui l'a créé, développé, et qui écrit toujours. Il a eu des tas d'autres fonctions comme journaliste. Il a aussi été un entrepreneur, il a eu son propre journal, et maintenant il a une colonne dans la Welt Borel. Il m'avait dit, die NZZ, leurs journaux, ça c'est un élu. Ça veut dire, la NZZ vit sur sa réputation. Elle n'est plus ce qu'elle était. Ça, c'est ce que j'entendais quand j'arrive. Par contre, la NZZ am Sonntag marchait très bien, très profitable. La NZZ était en rouge. L'équipe des journalistes de la NZZ am Sonntag était décentralisée à la Mühlebachstraße, qui est une rue, quelques centaines de mètres de la Falkenstraße, qui est le siège de la NZZ. Et personne, normalement tout le monde doit aller au headquarter, au siège. Là, tout le monde à la NZZ am Sonntag voulait rester à la Mühlebachstraße parce qu'il ne voulait pas être contaminé par le déclin de la NZZ. Intéressant. Le rédacteur en chef de la NZZ ne parlait plus, et vice-versa, avec le rédacteur en chef de la NZZ am Sonntag. C'est une idée du climat qui se passait. C'est deux journaux complètement différents. C'est pas comme si c'était un média le 7e jour de la semaine. Là, ce sont deux produits différents, avec deux clientèles différentes, avec un cœur complètement différent. Des personnalités de premier plan prétendaient que le Tagesanzeiger, à Zurich, c'était vraiment la concurrence. Le Tagesanzeiger essayait de rattraper la NZZ comme toujours, mais la NZZ est toujours devant jusqu'à ce moment-là. Et un comble pour la NZZ qui se considère comme le meilleur journal de langue allemande, qui est considéré souvent comme l'un des 3 meilleurs journaux au monde, eh bien, on avait une conférence qui était organisée précisément au siège de la NZZ, qui réunissait tous les CEO, la plupart des CEO des grandes entreprises, Novartis, etc., Zurich, Swiss Re et compagnie. Et Philippe Hildebrand, que vous connaissez tous, était là. Puis quelqu'un lui pose la question, qu'est-ce que vous lisez, monsieur Hildebrand? Dans le siège, dans nos locaux, il répond le Tagi. Et en plus, il dit je lis sur le site internet parce que c'est le seul qui est lisable. Donc, moi j'étais président depuis quelques jours ou semaines. Je peux vous dire que j'étais déjà dans une situation qui était extrêmement difficile et tout le monde se posait déjà la question qu'est-ce que ce roman vient faire ici? Nous les meilleurs, hein. Jusqu'à mon arrivée, il y avait 3 idées stratégiques de base qui étaient discutées au conseil d'administration, comme dans toute la presse, et certaines de ces idées continuent d'être discutées maintenant. La première idée, créer une fondation pour financer le journal, puisqu'il n'y a plus assez de publicité. C'était la première idée. Deuxième idée, acheter la plateforme Scout24, Scout24, pour amener des revenus. Car on partait de l'a priori de ne plus pouvoir vivre des revenus historiques. Tamedia venait d'acheter job.ch pour un montant astronomique avec Ringier, je crois que c'était 400 millions, chacun avait 200 millions, et la NZZ avait aussi voulu l'acheter. Donc, ça c'était la deuxième idée. La troisième idée, il fallait tout faire pour reprendre les derniers, entre guillemets, grands journaux qui restaient, que Tamedia n'avait pas rachetés. Ils avaient déjà pratiquement tout sous contrôle, et il restait entre autres la Basler Zeitung et le Landbote. L'idée, maintenant il faut qu'on aille acheter ça. Je n'avais aucun plan pour le journal. Quand j'ai été choisi, je ne suis pas venu avec un plan d'action disant voilà ce que je vais faire, voilà, conseil d'administration, des formations d'officine, qui habitaient dans les quartiers, dans des petits villages, métro, dans un quartier à Genève, à Zurich, etc., à la campagne.
Puis c'est eux qui géraient une entreprise quand même assez importante, qui avait des gros défis. Alors j'avais dit à LZ, je vais faire comme avec Gallica, je vais prendre le conseil d'administration et ensemble on va définir la stratégie. Si je n'avais pas de plan précis, j'avais par contre, et ça je leur avais dit, avant de commencer, quelques avis absolument clairs sur ces trois questions, sur ces trois grandes idées que je viens d'énoncer. La solution de la fondation n'était pas bonne. Je sais que ça va provoquer quelques réactions. Pourquoi? Ma conviction était et reste qu'il fallait que tout le monde dans l'entreprise, c'est-à-dire aussi bien évidemment les journalistes, mais tout le monde dans l'entreprise, soit orienté vers le succès, et le succès se mesure en nombre de lecteurs prêts à acheter des abonnements. Ça, c'est la clé. Qu'est-ce qu'on fait pour que les lecteurs achètent des abonnements? Et l'idéal, c'était de vivre sans abonnements, sans publicité, de vivre qui intéresse les lecteurs. C'est l'époque où on a commencé d'avoir électroniquement la possibilité de voir quels étaient les articles qui étaient lus, par qui, combien de lecteurs. Ça n'existait pas avant, et ça a commencé là. Et ces outils nous ont permis de voir quels articles étaient lus, et en particulier ceux qui ne l'étaient pas. Et je peux vous dire que la pression est montée de plusieurs crans dans la rédaction, parce qu'il y avait toute une série de personnes, des stars, etc., qui prenaient beaucoup d'importance, mais qui en fait étaient peu lus par rapport à d'autres. Donc là, la pression est devenue très forte. Nous avons clairement expliqué que nous devions vivre de nos revenus et pas de subventions. Un journaliste de gauche comme Edwin Plenel, c'est paradoxal, puisqu'il est de gauche, l'a bien compris avec Mediapart. Il a le succès financier, Mediapart est une boîte qui marche, sans subvention et grâce uniquement aux abonnements. Mon préjugé sur les fondations est qu'elles ne sont pas gérées par la recherche absolue, c'est ça, la recherche absolue de la performance, mais qu'elles mettent de l'argent à disposition. Ça, c'est la pire des choses, ma conviction. Deuxième conviction stratégique, ce ne pouvait pas être une diversification dans les plateformes digitales du type job.ch qui financerait le journal, hein, parce que l'idée, c'était il y avait toujours eu des petites annonces dans les journaux, mais on va prendre maintenant les petites annonces qui ne sont plus dans les journaux, on va le prendre sur les plateformes, job.ch, etc. Puis l'argent qu'on va gagner là, on va le mettre dans le journal. Sauf que c'est deux business models différents. Pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être une diversification dans les plateformes digitales? Parce que simplement, si elles réussissaient, ces plateformes, la diversification deviendrait alors le métier de base de la société. C'est comme ça dans toutes les entreprises, si vous diversifiez. Et la diversification se développe tellement, il y a un moment donné, le conseil d'administration dit c'est ça notre core business, et le reste passe à la trappe. Suivez mon regard. Diversifier pour financer le core business, c'est donc un non absolu. Par contre, une certaine diversification des risques, pour autant qu'elle se combine avec des synergies avec le core business, le core business, c'est le travail des journalistes, pour autant qu'elle se combine avec le core business, journaliste, rédactionnel, publicistique, comme on dit en allemand, alors oui, ça c'est possible. Tout à fait, c'est même souhaitable. Troisième question stratégique, nous n'achèterons certainement pas le Lambrauter ni la Bazotet. Pourquoi? Parce que acheter des journaux pour fusionner les rédactions, j'avais appris dans la logistique pharmaceutique que ça ne marche pas. Ouais, je n'ai pas cette idée. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Et je vais vous montrer avec des résultats marchés fantastiques, se détruire sous la pression de la baisse des marges et du rachat par les grands groupes, etc. Ça, c'est la stratégie. Quand j'écrivais ces lignes, je me disais, mais bon, tous me dire que c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Ça paraît tout simple. Mais la réalité, ça n'est pas. Parce qu'il faut du courage, il faut du talent, il faut des reins solides
Et aussi, il faut de la chance, évidemment, pour faire une stratégie qui est basée sur la création de valeur, c'est-à-dire de créer des produits et des services. Acheter, c'est un peu brutal ce que je dis, acheter et licencier, c'est facile. Ça va pour les financiers. Mais pour un entrepreneur, c'est quelque chose de totalement différent. Et maintenant, je vous montre un tableau. Ça, c'est la démonstration la plus formidable. Il illustre le cours de l'action Walgreens Boots, qui est le plus gros grossiste au monde. La plus grande chaîne de pharmacie au monde. Moins 90% depuis 2017. C'est une boîte qui valait à peu près 100 milliards. Elle ne vaut même pas 10 milliards. Et si vous allez regarder le cours maintenant, il est en dessous de 9 francs. Donc ça a continué de baisser. Comment est-ce qu'ils avaient fait? Exactement la même chose que la même. Ils avaient acheté des grossistes. Ils avaient fusionné. Vous n'avez rien à fusionner. Si vous n'avez rien créé de nouveau, ben, c'est ça qui se passe. Ça, c'est efficace. Pour gagner, pour réussir, il faut créer du nouveau. Il faut créer des produits, des services. Cette conviction me donnait la force de ne pas hésiter et de convaincre le conseil de ce qu'il fallait faire. Enfin, en résumé, il fallait faire exactement tout ce que les autres ne pouvaient pas faire. Ou surtout ne pas faire. Pression très fort, mais vraiment très fort, et de confiance. J'ai pu choisir 4 personnalités hautement compétentes, au caractère irréprochable, qui correspondaient exactement au profil qui m'apportait pour réaliser notre vision. Progressivement, l'ensemble du conseil a été renouvelé. Il fallait que ce conseil soit assez fort pour tenir le cap pendant la crise qui allait durer longtemps. Ça, je savais. J'ai vécu avec les pharmaciens. Quand on avait expliqué aux pharmaciens la boîte leur appartenait, on leur avait dit on va créer des chaînes de pharmacie, on va venir vous concurrencer, puis en plus, vous avez le contrôle sur la boîte, vous allez perdre. Et des hommes de première qualité. Pas des spécialistes, des grands stratèges, des médias. Ils cuisinent tous avec les mêmes ingrédients. Mais des femmes et des hommes de qualité, surtout pas d'ego disproportionné et pas d'agenda propre. Ils ne viennent pas pour défendre leur propre intérieur, pour leur région, etc., investir. Non. Intérêt de l'entreprise, pas d'ego disproportionné. Chacun devait comprendre la stratégie et chacun devait être capable de l'expliquer. Parce que comprendre c'est une chose, mais en plus il faut expliquer. Et tout le monde met l'intérêt de la société en premier. Et ça a été ma chance. J'ai trouvé des gens absolument formidables. J'ai appris à les connaître, je ne les connaissais pas, j'ai pas pris des copains, pas un seul. Et en plus ça se passe en allemand, je peux vous dire. Et donc, mais simplement en choisissant les bonnes personnes. Il n'y en avait qu'un seul qui venait des médias, c'était Bernd Kundrun, qui avait été en Allemagne dans des grands groupes, je ne connaissais rien de la Suisse, mais c'était quand même intéressant de l'avoir pour sonder son opinion, savoir comment est-ce qu'on parle à un rédacteur en chef, des choses comme ça. Mais sinon, c'était tous des gens avec des profils bien particuliers, mais personne sans un conseil qui est totalement identifié avec les objectifs. Si chacun tire la couverture un petit peu à soi, si chacun pousse dans une direction en fonction de ses intérêts, si il y a des combines par définir notre stratégie et nos priorités. En fait, sans le savoir, nous avons en 2013 tous les problèmes que la CEO capable de construire, et pas seulement d'économiser. C'est très difficile à trouver. C'est aussi fondamental. Le CEO qui venait de Tamedia, dont je vous ai parlé, il partit à la retraite. Nous l'avons remplacé par quelqu'un qui venait du digital, des ordinateurs, qui savait faire des concepts et qui aimait les journalistes. Il voulait lui-même être journaliste. Il était fils d'ambassadeur, Weidegler, autrichien. C'était aussi un chose, un roman et un autrichien pour diriger la NZZ. Il avait écrit des articles dans Time Magazine. Il aimait les journalistes. Mais si le CEO considère que les journalistes sont un facteur de coût uniquement, ça ne marche pas. De ne pas considérer
puisque les journalistes sont le core business, si on les considère comme un facteur de coût, on ne peut pas construire dans les deux. Ça, c'était très important. Il faut donner une ligne claire au journal. Il doit y avoir des angles clairs, un pourtour clair, on dit en allemand des Kanten, pas un profil Bushiwashi. Cela passait par la désignation d'un nouveau rédacteur en chef. L'ancien Markus Spielmann voulait tout faire, le digital, la rédaction, le CEO. Après son licenciement, ça c'est aussi un sujet, nous avons choisi Eric Guyère, suite à un processus qui a été une véritable aventure. Les critères du choix étaient un rédacteur en chef très pointu, même si ça polarisait, c'est pas grave. Un profil clairement libéral pour la NZZ, ce qui compte, le lecteur voit. Nos clients sont les lecteurs, ça c'est la priorité. Les sociétés qui font de la pub, ça c'est aussi important, mais ça améliore, c'est pas le but premier. Et puis un leitmotiv pour tous les journalistes, écrire pour être lu par nos clients sur des sujets qui intéressent les lecteurs, pas des sujets qui intéressent les journalistes seulement, les lecteurs. Et puis pas pour être lu par les prix Nobel, ce qui était la tendance à la NZZ pour certains acteurs. Et puis écrire tellement bien que nos lecteurs soient prêts à payer très cher. Et après vendre effectivement le produit très cher. L'abonnement, c'est 1000 francs, plus que 1000 francs, hein, l'abonnement complet à la NZZ. Ce slide, je l'ai présenté à l'Assemblée Générale de la NZZ Digital et Mémo Digital sur le téléphone portable. Et comprendre, et ça c'est vraiment important, qu'on ne fait pas un journal digital comme un journal print. Au départ, on prenait les pages du print, on les mettait sur Internet. Non, c'est fondamentalement différent, ça se fait d'une autre manière. Ceci, nous l'avons appris Eric Guyère, le rédacteur en chef et moi, en allant voir le New York Times et le Washington Post. Et je me rappelle avoir posé la question à Martin Brown, qui était le rédacteur en chef du WAPO, de savoir qu'est-ce que Jeff Bezos, Amazon, leur avait apporté, hein, ses propriétaires. Et sa réponse avait fusé: les technologies du digital. On a accès à toutes les technologies du digital de Amazon sans coût. Ça, ce slide-là explique bien la situation. C'est comme le nerf, c'est comme le sang dans le corps humain. Ça, c'est le rôle de la technologie dans un journal comme la NZZ. Je l'avais aussi présenté à l'Assemblée Générale parce que je voulais que tous les actionnaires comprennent ce qu'on faisait et nous soutiennent dans notre démarche quand ça allait être en nous. Nous devions par contre, comme on n'avait pas les moyens de Bezos, on devait trouver un autre moyen. Et nous l'avons fait en 2 mots, en fusionnant nos journaux régionaux, la Sangaler Tagblatt, le Sangaler Tagblatt et la Luzerner Zeitung, avec les journaux des Argoviens de M. Haller, et on leur a même donné le contrôle, la conduite, mais on a gardé, ils voulaient tellement conduire les journaux. On a laissé conduire les journaux régionaux, je parle de core business, et on a gardé le contrôle de l'informatique et de la digitalisation. Et comme ça, on avait le double volume, on avait le volume à la NZZ, plus le volume des journaux régionaux, donc on avait des moyens économiques riches. Tous les journalistes de la concurrence se sont moqués de nous parce qu'effectivement, c'était difficile au départ. Ça, c'est un des problèmes avec les journalistes qui ne sont pas les entrepreneurs. Ils n'ont pas compris qu'un entrepreneur fait des fautes et que sa force, c'est de tirer des leçons de ces fautes. Et les leçons du problème en Autriche, ben, nous les avons tirées et nous avons fait tout juste en Allemagne et nous avons bientôt 60 000 abonnements digitaux, ça veut dire sans coût de production, en Allemagne. C'est fantastique. Au lieu de partir avec une rédaction de 20 journalistes allemands qui ne connaissaient rien de la NZZ, comme nous l'avions fait à Vienne avec 20 Autrichiens qui avaient débarqué, qui avaient été engagés à Vienne et qui ne savaient pas ce que c'était que la NZZ, mais qui utilisaient le nom de la NZZ, au lieu de faire ça, Eric Guyère a pris les choses en main avec ses collaborateurs proches, 1 ou 2 journalistes historiques qui étaient en Allemagne, et après, 1, 2, 3 Allemands, ils ont intégré, vacciné, etc. Et puis c'est devenu un super succès. Mieux valait faire les fautes en Autriche pour avoir le succès en Allemagne. Hein. Si on